Le défi, c'est de réussir à faire une introduction qui soit une introduction la plus globale possible sur cette question de l'usage de la XR, puisque moi je vais parler toujours que de XR pour réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors, il faut d'abord que je vous dise de quel point de vue je vais parler et je vais m'entretenir parce que j'ai beaucoup de casquettes. Donc, je suis le président de EdTech France. En deux mots, EdTech France, c'est l'association qui regroupe aujourd'hui 460 entreprises, donc entrepreneuses, entrepreneurs, qui travaillent tous dans le monde de la EdTech. Éducation, que ce soit de l'éducation initiale, de l'enseignement supérieur ou formation professionnelle. Et ce rôle bénévole que j'ai depuis maintenant 2 ans et demi, ça vient du fait que depuis 29 ans, je travaille dans le monde de l'innovation pédagogique et de l'usage des technos. J'ai été pendant 11 ans aussi maître de conférence associé à Rennes 2, parce que je suis breton, sur ces sujets-là, en sciences de l'éducation. Et j'ai mon entreprise de conseil en stratégie digital learning. Et vous allez voir, je vais replacer la XR en tant que média spécifique et propre au regard des autres outils que l'on a dans la formation. Pourquoi est-ce que la XR est quelque chose de vraiment particulier? Quels sont ses atouts fondamentaux à prendre en compte? Forcément, il faut que je resitue de quoi on parle réellement. On va aller faire un lien entre sciences cognitives, et c'est quelque chose d'essentiel, et XR, parce que c'est autour des sciences cognitives qui ont vraiment le vent en poupe depuis maintenant une dizaine d'années que la XR va avoir tous ses effets et voir ces éléments tout à fait spécifiques, propres à la XR. Alors, première chose, c'est que je ne sais pas du tout quel est votre... on m'a demandé, Stéphane m'a demandé de parler de manière globale pour aussi bien adresser ceux qui découvrent et démarrent dans ce domaine. Donc la XR, le problème, c'est que quand on veut représenter la XR, quand on veut amener des images autour de la XR, c'est toujours catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'on va aller représenter des gens qui sont avec un casque sur les yeux. Mais à part cette image extérieure, ça ne dit rien de ce qui est vécu à l'intérieur. Donc ce n'est en rien représentatif de l'expérience vécue, à la différence de la photo, du cinéma, de tout ce que l'on veut, des autres médias. On ne peut pas représenter la XR. La XR, ça se vit uniquement. Deuxième élément, c'est, et je reviens, vous voyez, en 97, parce que l'XR, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se travaille déjà depuis vraiment des années et des années. J'aime beaucoup cette notion de l'illusion de la non-médiation. C'est quoi? C'est absolument clé, cette histoire. L'illusion de la non-médiation, c'est le fait que, à la différence de tous les autres médias, lorsque je regarde par exemple mon smartphone, je vois la vidéo qui est dans mon smartphone. Mon cerveau voit en même temps et le smartphone et la vidéo. Lorsque l'on est au cinéma, on va voir l'écran et à l'intérieur de l'écran, le film. Okay ? Lorsque l'on est avec de la XR, eh bien, il n'y a plus de médias. Il n'y a plus de médias, on est dans le média. Donc le cerveau ne peut plus faire la différence entre le support et le contenu. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui va être absolument déterminant. C'est de là que viennent les super pouvoirs de la XR. C'est fondamental. Il y a l'illusion qu'il n'y a pas de médias. On est dans la réalité. Ça tombe bien parce qu'en formation, on se fait embarquer dans une histoire qui est alors une histoire très construite là, dès qu'on fait de l'ingénierie pédagogique, avec des objectifs, avec des moyens, avec un programme, avec tout un tas d'activités qui vont nous amener à nous approprier le contenu. Eh bien, avec la XR, on raconte une histoire, on vit une histoire et on est dans le média qui est absolument idéal pour pouvoir se former, puisque on est dans une histoire narrative que l'on va vivre, et donc on va se rendre compte de quelle manière ça va nous impacter. Autre élément contextuel très important,
c'est ce qui se passe de manière plus globale. Au-delà de la XR, vous allez voir, c'est le dernier slide avant de rentrer vraiment sur le contenu précis. Il se passe beaucoup de choses dans les 10 dernières années. Et paradoxalement, la crise de la Covid, avec cette omniprésence du digital dans sa pire des versions, dans la pire des expériences pédagogiques, puisque on a simplement pris cette injonction de la continuité pédagogique à la lettre, par des entreprises, des organisations, des universités qui n'étaient pas prêtes et qui ont dit bah, « Ok, on va faire la continuité pédagogique », c'est-à-dire on va continuer à faire ce que l'on faisait avant et qui marchait déjà plus très bien en cours magistral et on va le faire maintenant à distance avec de la vidéo. C'était une catastrophe pédagogique pour les apprenants, pour les enseignants. C'était une réponse à une contrainte immédiate, mais absolument pas du tout une solution d'avenir, d'accord ? Parce que les grandes transformations, elles se trouvent ailleurs. Elles se trouvent déjà au niveau des organismes de formation qui, aujourd'hui, et avec en plus depuis 6 mois l'arrivée de l'IA générative de manière massive, prouvent bien que l'expertise d'un organisme de formation ou même d'un établissement d'enseignement n'est plus dans le savoir qu'il diffuse, mais dans sa capacité d'accompagnement des apprenants pour l'appropriation des contenus et dans cet accompagnement humain. Et au travers de ça, ce qui est fondamental, c'est qu'on passe d'une phase où on était dans la transmission des savoirs à maintenant une phase où on doit accompagner le transfert des capacités en compétences. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Former quelqu'un, c'est réussir à faire que ce qu'il a appris, donc qu'il s'est approprié, il va être capable de le mettre en œuvre dans sa pratique du quotidien, dans le monde de l'entreprise. C'est simplement là que les compétences vont s'exprimer. Eh bien, ce transfert, ça nécessite une expertise pédagogique sous forme d'activité pédagogique qu'on a proposée et qu'on va donner aux apprenants. Et évidemment, on va voir ô combien la XR va être déterminant pour pouvoir faire ce transfert. Dans les autres éléments, pour pouvoir faire ce transfert et qui sont en parallèle, il y a l'AFEST. Alors, je ne sais pas si cet acronyme vous parle à tout le monde. L'AFEST, c'est quoi ? C'est la formation en situation de travail. C'est-à-dire d'aller déconnecter le fait que se former, ce n'est pas dans une salle de formation. Se former, ça va se faire de plus en plus en situation de travail, en étant accompagné par ses collègues au niveau du travail. Ça veut dire que le temps de formation, on sait, va augmenter de manière considérable dans les 10 années à venir et que ce temps de formation ne va plus être distinct du temps de travail. Donc on va aller de plus en plus à se former en travaillant. Et on va voir comment la réalité augmentée va devenir absolument déterminante pour pouvoir venir accélérer ces formations en situation de travail. Deuxième élément, la formation par les pairs. Oui, on n'a pas besoin de passer par uniquement des formateurs ou des experts. Ses pairs, ses collègues ont tous des compétences. C'est vieux comme le monde. C'est ce qui se faisait avec les compagnons du devoir, puisque c'était entre pairs qu'on se forme. C'est quelque chose qui, là aussi, va énormément se développer. Et on va le voir, la XR va pouvoir utiliser ça de manière absolument fantastique. Et ce sont ces activités pédagogiques que l'on propose, c'est-à-dire faire que apprendre ne soit plus simplement recevoir du contenu, mais s'approprier du contenu à condition qu'on en fasse quelque chose. Et pour ça, eh bien, ces autres grandes transformations, elles sont là. Ce sont ces 3 piliers. Ces 3 piliers qui font basculer de l'ère, on va dire, ancien de la formation, où on allait dans une salle avec un formateur qui nous lisait ces slides qu'il présentait, à quelque chose où on va apprendre en faisant.
Le learning by doing, fondamental. Toutes les études le prouvent, c'est en faisant que l'on apprend et c'est quelque chose qui va se développer au travers de la pédagogie par projet. Donc beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup de grandes écoles maintenant utilisent ça, mais aussi dans les BTS, dans les lycées pro. C'est quelque chose qui vient répondre aux besoins de sens, aux besoins de concret de la part des apprenants. L'autre élément, c'est évidemment ce dont je vous parlais tout à l'heure, sortir de ce paradoxe dans lequel on a été et pour lequel la Covid a été en plus un accélérateur, de croire qu'il fallait digitaliser les formations, digitaliser les dispositifs. C'est absolument pas ça le problème. C'est pas d'aller accompagner des équipes à digitaliser des contenus, c'est d'aller construire des dispositifs de formation dans lesquels on va utiliser le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. On ne va rien digitaliser dans le sens remplacer l'un par l'autre. Jamais le digital ne va remplacer l'humain dans la formation. Jamais on va avoir ce fantasme qui existe depuis plus d'un siècle que la machine va permettre d'apprendre tout seul. C'est valable aussi pour la XR. Voilà pourquoi je le redis et je reviendrai dessus tout de suite. C'est prendre le meilleur du digital, c'est-à-dire prendre le meilleur des médias, prendre le meilleur de la distance, prendre le meilleur en termes d'interactivité, en termes d'adaptive learning, c'est-à-dire de ces systèmes d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'adapter les contenus aux besoins des apprenants. Et pour ça, en dégageant le formateur de tout un tas de tâches, lui permettre d'être au cœur de son métier, au cœur de l'accompagnement, au cœur de cette capacité à répondre aux besoins de chacun des apprenants, chose qu'il n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Dernier point, c'est toute la dimension social learning. Et là aussi, vous allez voir, on va faire le lien avec la XR, c'est que l'homme est un animal social, il a besoin des autres, il apprend avec et par les autres. Il n'y a que 5% de la population qui soit capable d'apprendre seul. Et ne me dites pas que l'on apprend avec YouTube, on va chercher des solutions sur YouTube pour régler des problèmes, on n'apprend pas. On ne devient pas un expert en réparation de machines à laver, capable de monter sa boîte sur YouTube. On est capable de réparer sa propre machine à laver, c'est déjà très bien. Mais on n'apprend pas seul, 5% de la population seulement a cette capacité d'autodidaxie pour les autres. Ils ont besoin d'être accompagnés dans un dispositif, d'apprendre avec les autres. Donc, on va voir aussi que la XR va pouvoir s'inscrire dans ce domaine-là. Alors, maintenant, on va rentrer dans du concret. Et je vais rentrer sur le premier point. La XR, elle a cette capacité à duper le cerveau, qui est extraordinaire. Pourquoi? Mais vous l'avez déjà tous vécu. Dès que vous avez mis un masque sur les yeux, vous avez vécu le fait que le cerveau croit ce qu'il voit. À partir du moment où il croit ce qu'il voit, ce n'est pas simplement le cerveau, c'est votre corps. C'est physiologiquement, dans votre altérité proprioceptive, que vous allez voir et ressentir le vide si vous êtes sur la poutre, que vous allez avoir la peur du public si vous êtes sur la scène. Votre cerveau, pour lui, comme il est dans cette illusion dont on a parlé tout à l'heure, il ne fait pas la différence. Et à partir de ce moment-là, ça va ouvrir émotionnellement le cerveau à toutes les expériences que l'individu va vivre. Or, dans l'apprentissage, dans la formation, la notion d'émotion est absolument capitale. Si je vous demande de vous remémorer des souvenirs de vos meilleurs profs ou instits que vous avez pu avoir, ce n'est pas ceux qui savaient le mieux, c'est ceux qui, humainement, dans la relation, vous ont fait vivre des choses qui étaient les plus fortes. D'accord ? On apprend avec l'émotion et c'est fondamental. La XR va nous générer ces émotions. Deuxième élément, je parlais de l'attractivité des médias. C'est évident, avec la XR, on a quelque chose qui va nous permettre d'aller focaliser l'attention. On n'est forcément pas dispersé. On est en train de vivre ce que nous propose l'expérience dans le casque. C'est quelque chose qui va rassembler
l'intégralité de l'attention de l'apprenant. Il ne peut pas s'échapper et faire autre chose. Ensuite, c'est un merveilleux outil pour pouvoir aller dans quelque chose qu'on va aborder qui sont, alors que je vais appeler moi, non pas les soft skills, mais les smart skills. C'est quoi? Ce sont toutes ces compétences transversales, clés de l'employabilité selon l'OCDE, à savoir la créativité, la communication, la coopération et l'esprit critique. Mais on peut rajouter aussi l'empathie, on peut rajouter tout ce qui fait que on est en capacité de vivre ensemble, de prendre sa place sociétalement. Donc ce n'est pas simplement des compétences dans le domaine de l'entreprise, ce sont aussi des compétences citoyennes, toutes ces compétences qui ne seront jamais remplacées par l'intelligence artificielle, y compris générative, et sur lesquelles on a à développer et qu'on a à prendre en compte, quelle que soit la formation dans laquelle on est en train de former nos apprenants. Même quand on est en train de les former techniquement sur quelque chose, il faut en même temps développer cette capacité à travailler avec les autres, à communiquer, à coopérer, etc. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'AXR, c'est qu'on va avoir un excellent support émotionnel qui va pouvoir permettre de libérer la parole, parfois sans aller jusqu'à de la formation, mais qui va être un espace d'échange, de prise de conscience, qui va ouvrir la porte dans l'entreprise à des échanges sur des sujets très importants. Je vais vous illustrer ça. Tout particulièrement cette notion par rapport à l'empathie. L'empathie, cette capacité à aller se mettre dans la peau de l'autre et à ressentir ce qu'il peut ressentir. Je voulais vous présenter, mais on a un petit souci technique tout de suite, un teaser sur une entreprise franco-anglaise qui s'appelle Bodyswaps. Bodyswaps travaille déjà depuis 6-7 ans sur un concept qui est un concept très connu qui s'appelle le Bodyswap. Le Bodyswap, c'est quoi? Cette formation dont je vais vous parler, c'est par exemple une formation pour les infirmiers psychiatriques qui vont être dans on va aller dans une chambre dans laquelle une personne a fait une tentative de suicide et pour pouvoir travailler la relation à l'autre, le soignant et le malade. On rentre dans la salle, et même avant de rentrer dans la salle, on va passer dans un petit couloir dans lequel on va se voir. Alors quand je dis on va se voir, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on ne va pas se voir soi-même, on va voir son avatar. Mais on a une expérience qui nous est provoquée, qui est, j'ai un miroir, et je me vois dans le miroir, donc je vois que quand je bouge, c'est moi. Mon cerveau apprend que la forme qui est dans le miroir, c'est moi. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important, et la plasticité du cerveau. Je rentre dans la salle où il y a ce ou cette patiente et je vais parler avec elle. Elle va me raconter des choses, je vais pouvoir intervenir, je vais pouvoir me déplacer autour, je vais pouvoir m'asseoir, me rapprocher. Bref, je suis dans cette salle-là pendant quelques minutes et au bout de 7-8 minutes, l'expérience s'arrête et là, bouton Bodyswap, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le point de vue de la patiente. Et je vois rentrer qui? Moi. Parce que là, mon cerveau, il me reconnaît, il va m'entendre. Et je vais me rejouer le film qui vient de se passer pendant les 7-8 minutes, où je vais, moi, en étant dans la peau de la patiente, m'entendre parler, me voir bouger et me dire, mais c'est pas possible. Mais attends, mais là, quand elle te dit ça, tu peux pas rester loin comme ça. Bref, je vais avoir un mécanisme qui va se mettre en place, qui va me permettre de comprendre, de ressentir ce que peut vivre l'autre dans le rapport au soignant. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ça ne s'arrête pas là, c'est qu'il y a de l'IA qui va après vous faire tout un débrief en vous donnant tous les éléments sur lesquels ça fonctionne pas, en disant mais là,
bref, il va y avoir plein de critères sur lesquels il va y avoir cette relecture de votre expérience et, chose miraculeuse sur laquelle on reviendra, c'est une des caractéristiques de la XR, on va pouvoir le faire, le refaire, jusqu'à améliorer son expérience. On est dans une véritable salle d'entraînement à la relation de l'autre qui va me permettre d'apprendre et de se percevoir différemment dans sa manière d'aller en contact de l'autre. Voilà, ça c'est une expérience sur le développement de l'empathie. Donc, BodySwaps le fait dans plein de domaines. Donc sur tous les soft ou smart skills, avec vraiment plein de solutions plutôt très intéressantes. Quels sont les super pouvoirs? Alors, je vous le disais tout de suite, obtenir un feedback. Obtenir, c'est ce qu'on appelle la rétroaction en bon français, pour avoir des informations qu'on ne pourrait pas capter. Par exemple, énormément de solutions très belles et très pertinentes fonctionnent sur la prise de parole en public. Vous êtes sur scène et vous avez à parler avec un public où vous devez faire exister le public. Eh bien, le casque de réalité virtuelle va vous donner un feedback sur tous les points où vous avez regardé. Donc, après avoir fait votre exercice, ça va vous dire « Non, mais il y a une partie de la scène où tu ne regardais pas du tout. » Bref, on a plein d'éléments qui seraient impossibles, des informations qui seraient impossibles à obtenir si on n'avait pas ce type d'outil qui, en plus de vous le faire vivre, en plus de vous donner cet espace-là, vous donne dans cette rétroaction des informations clés. C'est aller vivre des expériences que jamais on vivrait dans la vie, y compris dans la relation avec les autres, pour des personnes qui ne se lanceraient pas du tout autrement, parce qu'il y a un espace de sécurité psychologique. Alors, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, plusieurs exemples d'une boîte qui est vraiment pionnière dans le domaine, qui s'appelle Reverto, et je vais, moi, me référer à ma première expérience avec un casque sur les yeux, maintenant il y a 7-8 ans, en formation, sur un outil de formation à la lutte contre le harcèlement sexuel en entreprise. Eh bien, je mets le casque, je suis la stagiaire qui vient d'arriver dans un bureau d'études où il y a une quinzaine de personnes. On vient me parler, voilà, je comprends très vite que je suis la Noël qui vient d'arriver sur le plateau. Je peux vous dire que lorsque, à un moment donné, je me fais coincer sur le photocopieur et que je ne peux pas sortir physiquement, j'ai compris, peut-être pour la première fois de ma vie, ce que pouvait ressentir une femme dans ce qu'elle peut vivre aujourd'hui de manière difficile, même dans le monde de l'entreprise. Ça passe pas, j'ai rien appris, c'est pas une formation. J'ai simplement ressenti quelque chose qui fait que si cette expérience-là, je la fais dans l'entreprise et que au niveau de l'équipe, tout le monde vit la chose, après on va s'asseoir et on va pouvoir discuter et on va pouvoir parler de ce que chacun a vécu et on va pouvoir ensemble se dire tiens, mais au fait nous, chez nous, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça. Bref, c'est quelque chose qui parce qu'il y a un cadre qui est sécure, parce que physiquement on ne craint rien, parce que même dans sa relation aux autres, on ne craint rien, on va pouvoir s'offrir ça grâce à la XR. Évidemment, il y a aussi tous ces éléments de contexte qui vont être très intéressants. Quand je dis ça, c'est, je vais m'intéresser un petit peu plus à la réalité augmentée. On va le voir, la réalité augmentée va être vraiment un accélérateur extrêmement fort de la XR sur les années à venir. Pourquoi ? Parce que la réalité augmentée va permettre d'aller travailler en fusion avec cette notion d'AFEST, de formation en situation de travail, sur la mise en situation directe
c'est-à-dire, je vous fais un petit focus tout à l'heure là-dessus, on va passer de la formation à l'accompagnement, à la mise en place des nouvelles pratiques dans le cadre du travail directement avec la réalité augmentée. Ça permet vraiment d'aller mettre en pratique au plus près des situations de travail si on est avec de la réalité virtuelle, sans être sur un banc, sans être sur un espace qui aurait nécessité d'aller mettre à disposition du matériel, des moyens humains ou quoi que ce soit, et en enlevant tous les biais qui sont liés à un comportement normé dans un cadre dans lequel on sait, on fait comme ça, on doit se comporter de cette manière, on peut aller expérimenter tout. Dans le cadre du recrutement, dans le cadre de toutes les techniques d'entretien, et dans tout ce qui est formation managériale, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile puisque on est en dehors de tout jugement, en dehors de tout cadre normé. Je vous parlais de Reverto. Reverto, donc boîte lyonnaise, ils ne font que des outils de formation sur ce savoir-être et ce savoir-vivre ensemble. Donc aussi bien, vous le voyez dans les différents exemples que j'ai mis sur ce slide, vous avez vraiment des thématiques qui sont très générales et de manière très précise, y compris sur le monde universitaire, voire même scolaire, puisqu'ils font maintenant des outils contre tout ce qui est harcèlement au niveau du collège, du lycée, et l'IMT Nantes-Atlantique a monté une très grosse opération aussi par rapport aux questions d'embarquement des nouvelles promotions d'ingé avec eux. Je vais vous montrer une petite chose autour de ça. Par exemple, formation pour détecter les signaux faibles du burn-out. On a quelque chose qui, là encore une fois, va permettre d'aller révéler. Vous allez voir, je vais vous montrer l'exemple dans la vidéo. C'est juste un teaser, hein, donc comme tout teaser, ça a ses limites, mais vous allez comprendre quelle est leur manière à eux de faire. C'est pas du tout d'aller dans du quiz. C'est pas du tout d'aller dans... c'est faire vivre une expérience dans laquelle on se prend en face ces situations. Je veux bien que tu lances le teaser en espérant qu'elles sont... Il nous reste 2 semaines avant le lancement. Donc maintenant, je veux des guerriers. Ok ? On se met tous en mode charrette. Soir et week-end s'il le faut. Ouais, bon, c'est pas une raison, le travail doit être fait en temps en heure. Sinon, on s'en sort pas. Ça va, t'as l'air fatigué en ce moment. Tu comprends pas, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. J'espère que désormais vous pourrez retrouver le plaisir au travail. Bon, je peux pas poser ton putain de portable, la merde. Alors, à chaque fois, ces outils-là, ils sont utilisés non pas tout seuls. Le but, c'est surtout pas d'aller dans une logique, ce qu'on appelle stand-alone, c'est-à-dire on met les casques, maintenant on vient de se former ceux qui veulent, et c'est chacun son tour et chacun repart travailler. L'objectif, c'est d'aller faire des actions de formation dans lesquelles on va faire vivre à un groupe une situation où ça va se débriefer dans le groupe et où on va réussir après à parler, à s'approprier ce qui vient de se vivre, parce que ça se vit, parce que émotionnellement c'est fort, parce que ça impacte toujours. C'est ce qui est extraordinaire. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'illusion de la médiation, c'est que ce qu'on entend, ce qu'on vit, on se met dans la peau des personnes, on le ressent. Et à partir de ce moment-là, ça doit être accompagné.
parce que ça peut aussi aller faire ressortir des choses vécues par les uns les autres. Bref, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va libérer la parole et permettre ensemble de travailler sur la question, le sujet dans une équipe. Deuxième, voilà, autre exemple, harcèlement moral, sexisme, c'est vraiment des sujets qui travaillent beaucoup, hein, parce que les besoins ils sont énormes. Maintenant, on laisse les soft skills ou smart skills et on va aller s'intéresser sur les parties de compétences techniques. La clé fondamentale, vraiment l'atout, le super pouvoir de la XR, c'est une salle d'entraînement mise à disposition. De la même manière qu'il y a ce boom des salles de gym partout, où chacun dit « tiens, je veux pouvoir m'entraîner quand je veux, comme je veux à n'importe quel sport », eh bien, la XR, c'est donner à un collaborateur la possibilité de s'entraîner, d'aller faire des erreurs, d'aller progresser comme il veut. C'est par la répétition que l'on va pouvoir réussir à aller développer des réflexes. Exemple, je veux former des monteurs de compteurs Linky. Eh bien, il y a des règles en termes de process et on doit respecter le process. Il y a des choses qu'on doit faire absolument. Si on ne le fait pas, on va se mettre en danger. Donc, ce que l'on veut, c'est que, avant même que les collaborateurs ne soient en situation et manipulent les outils, il faut qu'ils aient intégré les étapes du process. Ça va passer par de la répétition et la XR, pour ça, est absolument extraordinaire. En plus, c'est sans risque. En plus, c'est sans destruction. Et là, la force, elle va venir de cette capacité à aller pouvoir mettre dans des situations qui sont des situations non destructives, de ne pas consommer du matériel ou des moyens humains, des moyens en termes de ressources, en termes de mobilisation d'équipement que vont donner les outils de XR. Donc, former sur la ligne de production sans utiliser la ligne de production et sans qu'il y ait d'impact, parce qu'on peut mettre la ligne de production en panne, eh ben, c'est juste génial. C'est vraiment le moyen d'aller développer toutes les situations pour lesquelles on veut avoir une maîtrise via la répétition des gestes. Là-dessus, je vais les illustrer beaucoup avec une boîte qui s'appelle Scénar, qui est une entreprise très intéressante qui a fait le choix de l'AR. Ils ne touchent pas du tout à la XR, ils ne font que de l'AR, et ils font que de l'AR principalement sur smartphone ou tablette, en disant on va aller mettre dans le lieu l'objet, la situation sur laquelle on veut travailler. Par exemple, je veux faire le travail, la formation sur l'alerte incendie, et bien on va la faire dans cette salle. Et on va la faire dans cette salle en créant le feu de poubelle ici. Donc, je suis sur mon smartphone, je mets le feu de poubelle ici, je vais pouvoir tourner autour, je vais pouvoir agir autour puisqu'il est là. Et avec mon smartphone, dès que je me déplace, ça nécessite en plus pas de matériel, pas de casque. C'est vraiment quelque chose qui est mis à disposition de manière ultra facile. De la même manière, on va pouvoir aller faire de la mise, du réglage sur une armoire électrique, voilà, mise en sécurité d'une installation, plein de choses. Ils font autant de situations, ils les créent sur mesure, hein, grosso modo, avec un modèle qui, technologiquement, leur permet maintenant d'aller produire une formation à n'importe quel élément technique que l'on va représenter dans la salle. Ça coûte moins de 10 000 € pour pouvoir aller produire une ressource de formation qui, physiquement, on va mettre là où on travaille. D'accord ? C'est une approche totalement originale et vraiment, moi, je trouve absolument hyper intéressante parce qu'on peut être à plein en train de travailler ensemble dessus. Et maintenant aussi, sur les premiers secours, il se lance sur ces éléments-là.
Pourquoi utiliser l'AR? Je vous parlais tout à l'heure avec cette évolution du se former en AR ou aller guider en AR. C'est-à-dire ces deux temps différents dans lesquels on va pouvoir utiliser de la réalité augmentée. Se former en amont, c'est-à-dire pratiquer pour aller développer des réflexes. J'aime bien cette notion de les compétences sur les situations dire pour dangerous, impossible, rare et expensive. Donc c'est vraiment tous ces éléments pour lesquels la XR s'impose, hein, parce que c'est juste, ça serait impossible à faire autrement. Et on va passer à guider en air, ça veut dire en situation de travail, être avec de la réalité augmentée, alors qu'on est en train de travailler et où on a un support et des informations qui arrivent. Et c'est là où on sait tous que l'annonce depuis un mois, qui était attendue depuis au moins 5 ans de la part d'Apple, va vraiment faire du bruit sur les 3 ans à venir. Pas forcément autour du premier casque que Apple vient de sortir là, mais dans cette logique qui est d'avoir un device, des lunettes, un casque que l'on peut porter en situation de travail, dans lesquelles j'ai toutes les informations qui vont venir au fur et à mesure me permettre de compléter mon geste alors que je suis en train de travailler. Et ça, non pas de manière simplement avec une information visuelle qui m'est donnée, mais aussi, pourquoi pas, avec des informations amenées par les autres pairs qui peuvent voir ce que je fais et compléter, superviser ce que je suis en train de faire, voire au niveau auditif. Il y a énormément de pistes qui se travaillent dans ce domaine actuellement et c'est quelque chose qui va, dans cette rencontre entre l'AR et la FEST, révolutionner la formation dans les 5 ans à venir. C'est une évidence. Avec le fait que, en plus, on va être avec des matériels qui vont sans doute être beaucoup plus simples à gérer en termes de flotte que simplement des casques, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Ce qui est important pour pouvoir aller déployer de la formation, c'est de bien gérer ses usages, parce que avoir un casque de réalité virtuelle sur les yeux, on sait qu'il y a une limite en termes de durée. On ne peut pas avoir un casque pendant plus que X minutes, ça dépend des personnes. On dit souvent, ça peut être 20 minutes. Voilà, c'est souvent une contrainte qui, physiologiquement, va impacter l'usage. Donc, ça, il faut le garder en tête. Pour rappel, mais même si ça ne vous concerne pas, l'usage de la réalité virtuelle est interdit pour les enfants de moins de 13 ans. Donc, c'est absolument interdit parce que le cerveau d'un enfant qui est en pleine construction ne peut pas faire la différence entre la réalité et le virtuel. Et là, on peut provoquer des dégâts réellement sur le cerveau d'un enfant. Donc, c'est formellement interdit et en termes en plus de déclenchement d'épilepsie. On a souvent la représentation de la VR, le casque qui va isoler la personne. Il faut sortir de cette idée-là. Je vais vous donner plein d'exemples derrière sur le fait que je peux aller faire une formation en groupe avec, j'ai un seul casque, j'ai un écran et je veux former mon équipe de 10 personnes à la mise en rayon. Eh bien, je vais le faire avec un seul casque. Pourquoi ? Parce que de la même manière que lorsqu'on va faire travailler, par exemple, un groupe sur la prise de parole en public, eh bien, je vais faire monter chaque individu l'un après l'autre. Je vais travailler pendant 5 minutes ou 10 minutes avec un individu. Le reste du groupe bénéficie des retours et de ce que je fais avec l'individu qui est sur scène. Quand le deuxième monte, il va avoir intégré des choses qui ont été dites au premier. Sur la VR, c'est la même chose. Si je n'ai qu'un seul casque, l'individu qui est en train de vivre son expérience, les autres collègues voient sur l'écran ce qu'il est en train de vivre et bénéficient des essais, erreurs et réactions et du débrief que l'on va faire sur le premier. Et on va comme ça pouvoir faire vivre à chacun la situation, chacun bénéficiant de ce qui a été vécu par l'autre. Donc, se former en VR, ce n'est pas se former chacun dans son coin tout seul sur son casque.
Ça, on perd énormément du pouvoir de la VR à faire ça. C'est quelque chose qui se fait en groupe et accompagné. C'est-à-dire parce qu'il y a un formateur dont le job est là pour aller accompagner, pour aller commenter et faire vivre ça. C'est fondamental, ça aussi. N'oublions pas, et ça c'est quelque chose qui est valable, quelle que soit la techno, la formation, la réussite de la formation, 10% c'est l'outil, 20% c'est le matériel. Quand je dis l'outil, c'est-à-dire le logiciel, 20% c'est le matériel, le reste c'est de l'humain, c'est-à-dire de cette capacité à accompagner les choses. N'oublions pas aussi que les casques, c'est la gestion de la flotte, donc il faut le gérer. Gestion de la flotte, j'ai vu Stéphane qui avait aussi la petite boîte en bas de désinfection des casques qui a été indispensable avec la Covid, mais c'est les mises à jour du matériel, etc. etc. C'est le fait que ce soit bien chargé, bref, il y a ce côté qu'il ne faut pas négliger. Je vais vite parce qu'on est presque à l'heure. Je vous ai donc dit, on sort de l'opposition standalone ou en groupe, c'est accompagné, on sort du synchrone à synchrone parce qu'on peut aussi faire du distanciel. Je vous parle quand même de ces amis-là parce que c'est des gens que forcément Stéphane que tu connais bien. C'est Antilogie. Antilogie, c'est une boîte à Paris qui, il y a maintenant 7 ans, a monté au NUMA au départ le pavillon qui était un espace de découverte du matériel. C'est ce qui est ici maintenant, hein, c'est mettre du matériel et il devait y avoir 500 ressources différentes de formation pour pouvoir faire un benchmark de tout ce qu'il y avait qui sortait comme ressources de formation. Et donc ils ont fait ce travail d'acculturation et ils ont sorti ce bouquin auquel j'ai contribué qui reste un vraiment bon livre pour aller découvrir tout le potentiel de la réalité virtuelle en formation que je ne peux que vous conseiller. Et je termine là-dessus parce que ça serait une erreur de ne pas parler quand même du métavers puisque jusqu'au mois de novembre et qu'arrive ChatGPT, on ne parlait que du métavers et on n'en parle plus du tout aujourd'hui. D'accord ? Alors, l'hypothèse est que le mot métavers va être exactement comme le mot autoroute de l'information. Qui parlerait d'autoroute de l'information maintenant, d'accord ? Ben, la même chose pour le métavers. Par contre, la fonction du métavers, c'est-à-dire cette capacité que l'on peut avoir à travailler ensemble de manière collaborative, c'est quelque chose qui va s'installer progressivement. Heureusement, ça ne sera sans doute pas chez Meta et on verra dans quelles conditions, mais pouvoir faire des réunions à distance, pouvoir manipuler des documents à distance, vraiment rompre cette notion entre distanciel et présentiel, c'est quelque chose de fondamental, avec en plus cette dimension en 3D que nous amènent beaucoup de plateformes de métavers. Là, il y a une vraie transformation tout à fait intéressante. Et il y a une boîte de Marseille, Vixar, qui développe des outils de production de contenu, de ressources pédagogiques et d'exploitation de ces ressources en XR, mais de manière collaborative. Ça veut dire qu'on peut réussir avec leur plateforme à créer ensemble une ressource alors qu'on est à des endroits différents, sur le même logiciel auteur, et on va manipuler les choses ensemble, et on va après l'exploiter en étant accompagné par quelqu'un qui peut être à distance, qui va nous commenter aussi et nous faire le feedback dont on a besoin. Donc, cette dimension du collaboratif distanciel fonctionne maintenant dans des outils, dans des plateformes. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez qu'avec tout ça, on a réussi avec l'AXR maintenant à rompre la question de la distance, c'est pas simplement physique, à rompre la solitude et à utiliser le maximum de toutes les caractéristiques émotionnelles et évidemment neurocognitives de l'AXR. Ça fonctionne et vous allez en être les acteurs, donc je vais vous laisser découvrir ça aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Peut-être une question, on a peut-être 2 minutes pour une question, si quelqu'un veut profiter de la présence de Yannick ce matin. Je vais rester la matinée après, sinon, on pourra toujours reparler si vous voulez.
Bon, bah écoutez, c'était clair en tous les cas, et il faut que tout le monde s'imprègne de tous ces concepts et que ça ait le temps de, voilà, que les questions aient le temps d'arriver. On va, pardon, il y avait une question ? De nouveau, si on arrive à faire que l'écran ne soit pas un substitut de l'humain, mais que l'écran soit un humain augmenté, oui, là, ça devient encore plus puissant. L'erreur, encore une fois, hein, l'erreur, c'est d'aller concevoir des ressources et des dispositifs dans lesquels on pense qu'on va remplacer l'humain par l'écran, par le digital. C'est la fausse route. C'est l'échec du e-learning hein, depuis 20 ans. Hein. Le e-learning, ça ne marche pas, on le sait tous. Et je le dis moi en tant que président de la Tech France. C'est-à-dire que le e-learning, de croire qu'il suffit de mettre à disposition des choses sur un écran pour que les gens se débrouillent, c'est une vision anglo-saxonne qui donne la responsabilité à l'autre, à l'apprenant, de se saisir ou pas des choses, en disant, moi j'ai fait mon job, je vous ai mis une plateforme, je vous ai mis des milliers de ressources, ça a coûté 1 million, maintenant vous en servez pas, c'est votre problème. Ça c'est une vision anglo-saxonne. La vision française et francophone, parce que le Québec, on partage ça, cette vision-là, c'est de dire non, mais notre responsabilité, c'est d'accompagner les gens à apprendre, à s'en servir. Et dans ce cas-là, on va se poser d'autres questions. Et l'autre question, c'est, bah oui, pour apprendre, il faut avoir la motivation, il faut avoir ce sentiment d'appartenance, c'est plein d'éléments psychologiques, affectifs, etc. Et apportés par les sciences cognitives qui montrent que, ben oui, il va falloir que l'individu soit dans un contexte dans lequel on va créer les conditions pour qu'il ait envie et qu'il arrive à apprendre. Et c'est ce qui donne, a priori, la valeur à notre métier en plus.